Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix d'Australie. Pour une fois qu'on fait le débrief juste après le Grand Prix, ça arrive assez rarement. Mais là, comme il y a également du cyclisme cet après-midi, et puis il y a également la MotoGP ce soir, pour éviter d'avoir trop de délais. Puis j'ai des petites choses à faire en cours de semaine aussi, donc voilà, plus le Tour du Pays Basque, voilà, il y a pas mal d'animations. Donc ça permet voilà, de faire le débrief rapidement. Aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas également à commenter les décisions de la FIA. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, Formule 1, MotoGP notamment. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, ça c'est le podcast sur l'histoire du sport. Vous retrouvez notamment un épisode sur Jacques Villeneuve et la saison 97, ça c'est sur Amazon, Google, également Spotify et Deezer. Et puis n'hésitez pas également à aller voir du côté de TikTok, où il y a le débrief rapide du Grand Prix qui est déjà en ligne, et où il y aura la MotoGP et le cyclisme juste après les courses. Qualif très sympa du côté du Grand Prix d'Australie, Grand Prix où sur la fin ça a quand même été un petit peu le chaos, mais c'était une décision pour créer du spectacle. Qualif très sympa avec des écarts très minces entre les différents protagonismes. Vraiment, ça s'est joué à pas grand chose avec des pilotes qui... On sent que sur un tour cette année, les voitures se sont rapprochées. Le problème, c'est que les voitures n'arrivent pas à suivre en course. Et que vous avez la Red Bull qui est au-dessus en course. Mais en qualif, vraiment, c'était assez proche entre toutes les voitures. Donc ça, c'est... Enfin, à part les voitures qui sont vraiment nulle part et certains pilotes qui sont nulle part. Mais sinon, tu sens que dès la Q2, c'est compliqué de se qualifier pour la Q3. Donc ça, c'est bien. Et puis, on a eu aussi une belle bagarre en course pendant le Grand Prix pour la 4e place. Sainz, Gasly. C'était vraiment là aussi très intéressant, très animé. Donc c'était une vraie bagarre de chrono dans le top 10. Vraiment, on se battait à coups de dixièmes, de centièmes entre Verstappen, Hamilton, Alonso. Alors c'est vrai qu'à un moment après, Verstappen était un petit peu plus haut. C'est vrai qu'une fois qu'il a passé Hamilton, il a eu un petit peu d'air propre. Mais toutes les voitures étaient vraiment extrêmement proches. Et donc ça, c'était très intéressant également pour cette course. Dommage le chaos sur la fin. Après, c'est une décision de la part de la FIA. On reviendra sur les drapeaux rouges un peu plus tard, là, juste après dans la vidéo. Par contre, dommage du côté des zones DRS parce que... Alors déjà, moi, je suis pas fan du DRS. Je le dis depuis le départ. Je trouve que ça fait des dépassements manches. Autant ne pas avoir de dépassement. Moi, je préférerais même qu'il y ait moins de dépassements en course, mais qu'on n'ait pas ces dépassements ignobles avec le DRS. Et puis, je trouve que comme on sait qu'on peut dépasser avec le DRS, il n'y a plus ces tentatives de stratégie tant que ça, avec des stratégies complètement décalées, où on se dit, pour faire une remontée, comme c'est compliqué de dépasser, on va tenter de dépasser par les stands. Donc moi, je trouve que le DRS, vraiment, j'ai toujours trouvé ça nul. Et en plus, il y a plein de catégories aujourd'hui qui l'adoptent et je trouve ça mais toujours à la fois pourri. Et en plus, je trouve pourquoi c'est pour le DRS, parce qu'on ne peut pas se défendre. Moi, ce que j'appréciais notamment en Champs Car, il y avait ça également en Super League Formula, je crois me souvenir, et en A1GP surtout. En Super League Formula, je ne sais plus, mais en A1GP sûr, il y avait le boost. Et le boost, ça permettait également de se défendre. Parce que si un pilote utilisait un boost, vous pouviez également, pour tenter de vous défendre, d'utiliser un boost et vous aviez tant de boosts disponibles. Là, je trouve qu'en plus, c'était plus facile à comprendre à la télévision. Là, vous avez des zones DRS où vous pouvez absolument pas vous défendre. Donc une fois que le DRS est lancé, c'est fini, vous savez que c'est mort. Surtout qu'il y a des écarts de vitesse qui sont ignobles. Et en plus, sur ce Grand Prix-là, vous avez une zone de détection pour 2 zones de DRS. Et alors là, c'est le pire, parce que encore quand il y a une zone de détection pour chaque zone de DRS, vous avez une zone de détection différente, vous pouvez tenter des stratégies, ne pas dépasser tout de suite, il y a un peu de stratégie encore. Là, il n'y a vraiment aucune stratégie, on bourrine, on prend le DRS, on dépasse. Et on a vu notamment quand Verstappen il colle 2 secondes,
d'avance, 2 secondes 5 en 7 virages, un truc comme ça. En un demi-circuit, il colle 2 secondes et demie. Voilà, grâce au DRS. Et à plusieurs reprises, bon, on a vu notamment Perez. Enfin voilà, je trouve que le DRS, et là en plus d'en mettre 4 zones, c'est vraiment du n'importe quoi. En plus, c'est totalement contraire à ce que dit les organisateurs de la F1 qui disaient on va diminuer les zones DRS, c'est ce que disait la FIA, pour que dans les années à venir, on n'ait plus besoin de DRS. Bah non, on en remet plus. Donc c'est vraiment incompréhensible. Et je trouve même en F2, en F3, je trouve que voilà, c'est très compliqué de défendre désormais, même si encore une fois en F2, en F3, quand même le DRS est beaucoup moins fort qu'en Formule 1. En plus, on l'a agrandi en Formule 1 il y a l'année dernière, ce qui est encore plus stupide, je trouve. On parle du drapeau rouge, des drapeaux rouges, multiples drapeaux rouges. Ce Grand Prix est une première dans l'histoire, vu qu'il y a eu 3 drapeaux rouges pour 4 redémarrages. Moi, ce que j'ai pas aimé sur ces drapeaux rouges, c'est le fait qu'on n'ait pas fait un départ lancé sur le 3e restart. Pour moi, quand on est dans les 10 derniers tours, on devrait plus avoir de départ arrêté. Ça devrait être, enfin dans les 5 derniers tours, on va dire ça, les 5 derniers tours. Faut qu'on ait des départs lancés parce qu'on voit très bien que à chaque fois qu'on fait des départs arrêtés, c'est le chaos. Et là, ça a encore été le chaos complet dans le premier virage, avec les 2 Alpines, et en plus, ce qui fait qu'on a un classement qui ne correspond pas à la réalité du Grand Prix. Par exemple, dans le top 10, vous vous retrouvez de ce Grand Prix à voir Zhou, alors que Zhou n'était absolument pas dans le top 10 en termes de rythme. Et tout ça parce que voilà, il profite de ces incidents. Il n'est pas du tout dans le top 10 de toute la course, il n'était même pas proche du top 10. Et là, il se retrouve dans le top 10. C'est pareil pour Tsunoda qui n'avait pas de rythme. Alors lui, à un moment, il était encore dans le top 10. C'est pareil pour Bottas qui est 11e alors qu'il est nulle part en termes de rythme et qui profite des multiples abandons dus à ce restart qui a été catastrophique. Et c'était prévisible de la part de la FIA que ça serait le chaos. Après, je pense qu'on a voulu faire ça pour du spectacle. Mais on sait très bien ce que ça fait. C'est déjà le cas dans d'autres disciplines. En NASCAR, quand on fait des restarts comme ça, c'est également souvent le chaos. Et là, ça a été une catastrophe. Donc pour moi, il fallait faire un départ lancé. Un départ lancé, ça permet déjà quand même d'avoir un restart, mais c'est un peu moins problématique. On pourrait faire un départ lancé type NASCAR, hein, avec des pilotes sur des 2 lignes, mais qui permettent un petit peu de faire des écarts, parce que là, je trouve que le départ arrêté, on sait que ça va être le chaos complet. Et moi, j'aurais préféré un départ lancé à ce moment-là. Aussi en flop pour moi, c'est le temps qu'on a mis avant d'agir sur Hülkenberg. Hülkenberg donc a un crash autour, je crois, donc 55. On va mettre au moins 20-25 secondes avant de mettre un safety car. Il y a eu un temps où il y avait quand même un pneu au milieu de la route, au milieu de la piste, et on ne faisait absolument rien. Et là, je me suis dit, j'espère qu'on n'est pas un pilote qui se le prenne, vraiment. Parce que là, ça peut être une horreur. En plus, c'est un endroit où on est à 300 km/h. Ça peut être une catastrophe, à l'endroit où il y avait la roue. On doit intervenir beaucoup plus rapidement dans ce genre de cas. Faut mettre tout de suite le drapeau jaune. Faut mettre tout de suite un safety car. Alors, le drapeau jaune était mis, mais il fallait mettre tout de suite un safety car. Tout de suite. Minimum. Et ensuite, pourquoi pas le drapeau rouge? Après qu'on mette un drapeau rouge, moi je dis pourquoi pas. Ça permet d'éviter de finir les courses sous drapeau rouge. Ça permet quand même d'avoir un peu d'animation en fin de Grand Prix. Mais pour moi, dans ce cas-là, il faut un départ lancé, sinon c'est le chaos complet, comme on a vu encore aujourd'hui. Mais du côté du Hülkenberg, oui, on doit intervenir plus vite, mettre un safety car plus rapidement, parce que là, c'était très dangereux, je trouve, à cet endroit-là. Je trouve un petit peu pareil également du côté de Russell. Quand Russell a son abandon, ça casse moteur. On met beaucoup de temps également avant de mettre une virtual safety car, et on ne met qu'une virtual safety car, ce qui déjà ne devrait jamais exister en course parce que ça tue le spectacle. Heureusement, là encore, ils avaient fermé la voie des stands. On pourrait faire ça quand il y a des virtual safety cars, c'est fermer la voie des stands pour éviter les arrêts gratuits. Mais surtout du côté d'Hülkenberg, enfin du côté de Bottas, pardon, les commissaires sont quand même intervenus alors que les voitures roulaient quand même à une certaine vitesse. J'aurais préféré qu'il y ait un safety car, ce qui permet déjà de regrouper le peloton à ce moment-là. Et ce qui fait que les commissaires auraient pu intervenir à un moment où il n'y avait plus de voitures en piste. Comme ça, c'est un peu moins risqué. Et puis, on peut revenir également sur Tsunoda.
je ne comprends pas comment Tsunoda n'a pas pu avoir une pénalité. Alors là, c'est encore la cohérence des décisions. Tsunoda, il met quand même un coup de roue à un adversaire en pleine ligne droite. Il bouge, il fait un zigzag, comme dirait Jacques Villeneuve, dans la zone de freinage. Et aucune pénalité, même pas une enquête ouverte sur Tsunoda. Alors que Sainz, c'est pourtant sur une phase de départ où c'est complètement le chaos. Je pense que c'est pas le seul responsable du chaos, Sainz, sur cette phase de départ. Tout de suite, on ouvre une enquête et on met une pénalité. Là encore, la cohérence des décisions du côté de la FIA. Pour moi, Tsunoda, il méritait une pénalité. Pour moi, Sainz, on pouvait lui mettre une pénalité parce que maintenant on met des pénalités dans ce genre de choses. Et ce que j'aime quand même du côté de Sainz, c'est qu'on ait mis la pénalité rapidement et qu'on n'ait pas attendu 40 tours avant de mettre une pénalité. Par contre, pour moi, Tsunoda, il méritait une pénalité. Et puis je vais finir avec le drapeau rouge pour Albon. Moi, je suis plutôt pour qu'il y ait drapeau rouge à ce moment-là, pour éviter d'autres problèmes. Surtout que la voiture était quand même sur la piste, qu'il y avait beaucoup de gravier sur la piste. Moi je trouve, et surtout il fallait mettre un véhicule d'intervention qui n'était pas forcément rapide. Donc là, pour moi, il fallait mettre drapeau rouge. Je préfère qu'il y ait drapeau rouge plutôt qu'on attende 10 tours, 12 tours derrière le safety car, où les pneus refroidissent, où il se passe rien. L'idée est quand même d'avoir un minimum de spectacle, même si ça ne doit pas être au détriment de la sécurité du pilote. Là, je trouve qu'on fait du spectacle sans que ça soit au détriment de la sécurité du pilote, surtout qu'un restart au 20e tour, on sait que ça va quand même être moins dangereux qu'un restart à 3 tours de l'arrivée, comme on a vu lors de ce Grand Prix. La note du Grand Prix, pour moi, 12 sur 20. Pourquoi ? Malgré le fait qu'on a des belles qualifications, malgré le fait que y a eu une belle bagarre en course pour la 5e place, moi le DRS, ça m'a vraiment sorti de la course, les zones DRS, où c'était impossible de défendre, pardon. Et puis c'est vrai que Verstappen avait quand même une petite marge sur ses adversaires, donc ça c'est un peu moins intéressant, mais il y a eu une belle bagarre Hamilton-Alonso, ça c'était intéressant, mais voilà, je mets 12 sur 20, parce que voilà, le DRS vraiment ça m'a tué le Grand Prix, et puis le dernier, la fin de course avec les restarts, je trouve qu'on était un petit peu ridicule du côté de la FIA. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Esteban Ocon. Très bon Grand Prix, bah non. Du côté d'Esteban Ocon, non, Grand Prix qui a été extrêmement compliqué dès les qualifs, parce qu'il est quand même devancé par Gasly, et il rate pour seulement 7 millièmes la Q3. Mais ça, déjà, c'est un peu moins bien que sur les autres courses. Donc ça, c'est dommageable. Surtout, il est devancé par Gasly, là aussi, donc pour un pilote comme Esteban Ocon, ça fait quand même un petit coup au moral, surtout que c'est que le 3e Grand Prix de Gasly dans la voiture. Et en course, alors certes, ils ont tenté une stratégie qui n'a pas marché, ça fait partie des pilotes qui se sont fait avoir avec le drapeau rouge. Esteban Ocon, parce qu'il avait décidé de mettre des pneus durs pour tenter d'aller le plus loin possible, mais peut-être qu'il n'aurait pas eu cette stratégie-là s'il n'y avait pas eu safety car dès le départ. Mais c'est vrai que donc Ocon, le drapeau rouge, le premier drapeau rouge, ça lui pourrit sa stratégie. Mais après, de toute manière, il n'avait pas un super rythme dans le peloton. Je regardais comment il roulait. Il a mis beaucoup de temps avant de rentrer dans le top 10. Et après, il était un petit peu dans un no man's land, c'est-à-dire trop rapide par rapport au pilote genre Tsunoda, Piastri qui était derrière lui, et trop lent pour aller chercher des Pierre Gasly, des Hülkenberg qui étaient devant. Face à Perez, il ne peut pas faire grand-chose. Ça c'est clair et net, mais c'est vrai qu'Ocon, il était un peu plus lent que son équipier par rapport au rythme de course. Après, c'est peut-être dû également à une stratégie qui a moins bien fonctionné. Ça commençait à marcher juste avant dans les 10 derniers tours, juste avant le crash. Et puis après, pour moi, c'est plutôt Ocon qui est responsable. Pour moi, il sait que c'est son équipier qui est devant. Il doit ralentir. Il voit qu'il y a le mur. Il sait qu'on est en Australie, qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc il doit un petit peu ralentir, laisser passer son équipier. Même si on ne serait pas retrouvé dans cette situation-là, si Gasly n'avait pas pris autant de risques, je trouve, notamment pour tenter de gagner des places dans le premier virage. Mais du côté de Ocon, voilà, je pense que il y avait, c'est dommage le crash. Et pour moi, il est un peu plus responsable que Gasly parce qu'il ne doit pas rester à la hauteur de la roue arrière de son équipier. Ça n'a pas d'intérêt à ce moment-là.
du côté d'Esteban Ocon. Du côté de Pierrot Gasly, c'est dommage l'abandon parce que le rythme de course était bon, parce que le rythme en qualification était plutôt bon. Dommage qu'il n'ait pas réussi à rester devant Albon. Ça, c'est la seule déception qu'il peut avoir, parce que sinon, voilà, il était à côté de Charles Leclerc, mais peut-être que Charles Leclerc aurait tenté de l'embourber au troisième virage. Et surtout, du côté de Pierre Gasly, c'est dommage ce restart, parce que le rythme de course était vraiment très très bon. Les drapeaux rouges, lui, l'ont favorisé par rapport à d'autres pilotes. Donc il était vraiment très très bien à ce moment-là. C'est dommage le restart, parce qu'il prend déjà un petit peu de risque quand même sur le restart, alors qu'une cinquième, il aurait dû se contenter un peu de cette 5e place, pas tenter de prendre autant de risques au départ peut-être. Après, ça va peut-être pas changer la donne, mais pour moi, sur le premier virage, il tente de passer à l'extérieur. On sait qu'à l'extérieur, dans ce virage-là, souvent ça se passe mal quand tu tentes l'extérieur à cet endroit-là, parce que tu peux très vite sortir de la piste et re-rentrer un peu violemment sur la piste. Et du côté de Pierre Gasly, il perd tout. Alors pour moi, il n'est pas responsable du crash, mais de toute manière, si ça n'avait pas été Ocon, ça aurait pu être très facilement un autre pilote qui aurait pu se retrouver dans cette situation-là. Et c'est dommage du côté du pilote français, parce qu'il y avait quand même des points à aller marquer pour Alpine, et c'est vrai que là, au niveau du championnat du monde des constructeurs, c'est vraiment pas bon. Par contre, il doit retenir, je pense que le week-end est très intéressant pour lui, il doit retenir le rythme vraiment qu'il avait en course. Il avait un très très bon rythme, un peu meilleur qu'Ocon en début de course. Après, peut-être qu'il avait un peu plus de mal à tenir les pneus. En fin de Grand Prix, peut-être que ça aurait été un peu plus compliqué pour lui. Il était quand même devant Sainz aussi pendant une partie de la course, mais il avait vraiment un super rythme. Et puis en qualif, il y avait du mieux, il est rentré en Q3, donc ça va de mieux en mieux, il s'adapte de mieux en mieux à la voiture. Il faudra confirmer ça du côté de l'Azerbaïdjan, mais ça risque d'être encore un Grand Prix un petit peu foufou du côté de l'Azerbaïdjan, surtout qu'il y a des possibilités qu'on change la manière de faire le week-end de Grand Prix, c'est-à-dire qu'on est... Alors ça, je trouve ça plus intéressant, qu'on ait 2 qualifications, voilà, mais qu'on ait moins de temps d'essai, un temps d'essai très court. Alors on diminue de plus en plus le temps d'essai, mais ce qui fait que on est obligé de faire beaucoup le forcing, je trouve. Alors qu'on enlève des minutes d'essai, oui, moi je serais d'accord pour que la séance de L3, par exemple, on puisse la jarter. Voilà, qu'on puisse jarter une séance d'essai, que soit la EL1, soit la EL3. Et ça pourrait permettre, moi je serais plutôt partant pour enlever la EL1 pour permettre aux pilotes de F2 et de F3 de gagner du temps de roulage, vraiment, aujourd'hui qu'ils n'ont pas. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un peu moins de compréhension sur les pneus, ce qui peut être intéressant pour la suite du Grand Prix, à apporter un peu plus d'incertitude. Mais il ne faut pas retirer toute la journée du vendredi en essai, ça serait complètement stupide. Si c'est pour rien mettre à la place ou mettre des qualifications et pas donner du temps de roulage en plus aux pilotes de F2 et de F3, je trouve ça un petit peu stupide. On passe tout de suite au pilote au top. Du côté de pilote au top, je commence, Verstappen, hein. Comment dire, Verstappen, c'est compliqué de faire un meilleur début de saison que Verstappen. C'est-à-dire qu'il ne se rate pas, il ne fait pas d'erreur. Voilà, il a déjà 2 victoires en 3 courses. L'autre Grand Prix finit 2 derrière Perez. Donc c'est vraiment pour le moment une très bonne situation pour lui, Verstappen. Tu sens qu'il est bien, malgré une voiture qui n'était pas forcément facile à piloter. Pour Verstappen, c'était pas une voiture simple. Vraiment pendant tout le week-end, il y a eu des petits soucis, encore des petits soucis au niveau du rétrogradage. La voiture semblait plus compliquée que sur les 2 premiers Grands Prix. Vraiment, je trouvais la voiture moins stable, vraiment. Alors elle a tendance toujours à être un peu survireuse, cette voiture, mais là, la tendance était vraiment au-dessus. On avait l'impression qu'il avait beaucoup de mal à avoir du grip sur la voiture, ce qui pourrait peut-être nous indiquer que la Red Bull n'est peut-être pas si dominatrice que ça sur des circuits où il faut un peu plus d'appui. Peut-être qu'elle a du mal à générer de l'appui, elle génère une très grosse vitesse de pointe, mais c'est peut-être au détriment des appuis. Du côté de la Red Bull, elle n'est peut-être pas si parfaite que ça, cette Red Bull. Mais du côté de Verstappen, le problème, c'est que même avec ces difficultés-là, il a quand même réussi à s'imposer. C'est-à-dire que même avec un week-end où, sur la phase de départ, il se retrouve à un moment 3e, où il se retrouve à être en difficulté pendant les qualifications, il réussit quand même à faire la pole, il réussit quand même à gagner le Grand Prix.
Ça, c'est terrible pour les adversaires parce que c'est un week-end où il est un petit peu en difficulté et malgré tout, il s'impose. Et ça montre que Verstappen, il n'y a pas que la voiture qui est bonne, le pilote aussi, forcément, est bon. C'est vrai que parfois, on dit en Formule 1, bah, quand tu as le bon matériel, allez, c'est 95% du job. C'est pas 95% du boulot. Vous avez des pilotes qui ont une bonne voiture et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ce week-end, par exemple, Perez fait pas un très bon week-end. Et pourtant, il a une bonne voiture. Stroll, il n'arrive pas à suivre le rythme d'Alonso, par exemple. À certains moments du Grand Prix. Mais du côté de Verstappen, voilà, il fait une course encore une fois solide. Et bon, c'est vrai qu'il prend déjà un petit peu d'avance au niveau du championnat du monde, mais il reste encore beaucoup de choses. On a encore 6 week-ends de course sprint où il y aura beaucoup de points à distribuer et il peut se passer beaucoup de choses. Et puis, encore une fois, cette voiture, elle n'est pas si parfaite que ça. Donc, elle a quelques défauts quand même aussi, cette voiture. Donc, ça peut peut-être donner de la confiance à ses adversaires de se dire « Ah, bon, on peut peut-être s'en sortir dans ce genre de situation. » Mais c'est vrai que du côté de Max Verstappen, le week-end, il a été bon, quoi. Hein. Il était vraiment en forme et c'était vraiment très intéressant le week-end. Encore une fois, qu'il a réalisé, Max, pendant ce week-end de course. On poursuit parmi les pilotes au top avec Lewis Hamilton. Elle n'est pas si mauvaise que ça, cette voiture. La Mercedes, pour moi, je pense pas qu'il faille forcément changer de concept. Je le disais déjà un peu l'année dernière, pour moi. Ce concept, je pense qu'il peut fonctionner, mais il faut lui donner du temps. Il faut comprendre aussi certaines choses du côté de son concept. Là, on voit, ils nous disent très bien, on n'a pas fait de modif par rapport à la voiture. Et pourtant, là, ça marche. Alors que ça ne marchait pas pour les 2 autres Grands Prix. Ça marchait en course, ça marchait en qualif. Alors pourtant, on avait des températures qui étaient très, très différentes au niveau des températures de la qualif et des températures de la course. Donc il faut maintenant essayer de comprendre pourquoi cette voiture, elle arrive à s'en sortir. Elle s'en sort quand même mieux sur les pistes où il faut de l'appui. Sur les pistes où on a du mal à avoir du grip. Alors on l'avait vu l'année dernière, notamment sur les pistes en altitude. Là, c'est vrai que c'était le cas ce week-end. Donc c'est sur les pistes où il y a beaucoup d'appui naturellement par la piste qu'il faut travailler sur ces pistes-là. Mais du côté de Lewis Hamilton, le week-end est vraiment bon. Que ça soit pour Lewis et même pour Russell. Bon, la course a été un peu plus compliquée pour Russell. Mais cette voiture, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et je trouve qu'on panique très vite chez Mercedes. Moi, je préférerais qu'ils essayent de garder le concept. Je pense que le concept n'est pas si mauvais que ça. Et on voit que sur certaines pistes, ça peut marcher. Maintenant, il faut essayer de l'améliorer sur les pistes où il faut peu d'appui. C'est leur problème pour le moment. Peut-être aussi que c'est pas qu'un problème de châssis aujourd'hui du côté de chez Mercedes. C'est peut-être aussi un problème de moteur. Ils ont, j'ai l'impression, un moteur qui est pas si performant que ça. C'était leur force, le moteur. Et ben, c'est plus leur force aujourd'hui. Les problèmes peut-être aussi de vitesse en ligne droite, c'est peut-être, certes, un châssis qui fait un peu trop de traînée aérodynamique, mais c'est peut-être aussi un moteur qui est à la peine, tout simplement. Parce qu'on voit qu'Aston Martin, ce ne sont pas les plus rapides en vitesse de pointe. McLaren, ce sont les plus lents, quasiment, en vitesse de pointe. Et Williams, malgré que la voiture ait peu d'appui, des fois, ils sont pas quand même 15 km/h au-dessus, quoi. Donc c'est un truc vraiment où ils doivent réfléchir également du côté de chez Mercedes. Je pense que le moteur est peu performant, mais je trouve que l'idée de croire que ce châssis est catastrophique, non. Alors après, ils s'en sortent aussi sur cette piste parce qu'elle était peu gommée le dimanche, parce qu'elle avait été quand même pas mal lavée. Parce que le samedi sous la pluie, sous des conditions légèrement humides, forcément ça marchait bien avec les slicks, mais ça marchait également bien dimanche, avec pourtant une température plus élevée. Ça reste une voiture pointue, très pointue. Mais est-ce que c'est une voiture mauvaise? Je ne pense pas. Du côté de la Mercedes, il va falloir par contre essayer de la rendre plus polyvalente, cette voiture. Et c'est tout le travail qui doit être effectué. Mais essayer de copier le concept Red Bull, si on copie le concept Red Bull et qu'on ne le comprend pas, ça ne servira à rien. Et moi, je pense qu'il faudrait plutôt rester dans ce concept-là. Mais on verra ce que fera Mercedes dans les jours à venir. Il semblerait que, de toute façon, on soit déjà parti sur la décision de copier Red Bull. Bon, après, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à être performant en copiant Red Bull. Je continue avec Aston Martin. C'était pas un week-end si facile que ça du côté d'Aston Martin parce qu'ils avaient un peu moins de rythme que sur les week-ends précédents, parce que Mercedes était à leur niveau aussi.
Mais Fernando Alonso, il fait quand même une super course encore. Il a tenté de se battre face à Hamilton, il a tenté de mettre la pression à Hamilton. Il s'en sort bien quand même sur le restart avec la décision de la FIA qui décide de le replacer en 3e position. Parce que c'est vrai que sinon la course était foutue et c'était dommageable parce que c'était pas de sa faute en plus. Bon, moi c'est plutôt Sainz qui lui rentre dedans. Et du côté de Fernando Alonso, au final on s'en sort bien et puis un super week-end de course en plus pour Aston parce que vous avez Stroll qui fait également 4e du Grand Prix et donc on marque des gros points pour le championnat du monde des constructeurs et c'est très important pour Aston Martin, parce que je pense qu'il va y avoir une bagarre pour la 3e place du championnat du monde des constructeurs, qui prennent de l'avance également sur Alpine, qui fait 0 pointé aujourd'hui. Et tant que ta voiture fonctionne, il faut engranger des points. Parce qu'on ne sait pas si cette Aston Martin, elle fonctionnera en 2e partie de saison. Ils disent du côté d'Aston Martin, on va faire évoluer énormément la voiture. Oui, mais il se peut que tes évolutions ne marchent pas aussi. C'est pas parce que tu fais évoluer 75% de la voiture que la voiture sera forcément plus rapide. Ils ont eu beaucoup d'arrivées d'ingénieurs, mais il y a quand même beaucoup d'ingénieurs qui n'ont pas travaillé sur la conception même au départ de cette voiture. Donc ils vont devoir comprendre comment marche cette voiture et quand vous ne l'avez pas dessinée, quand vous ne connaissez pas forcément l'ingénieur en chef correctement, ça peut parfois amener à des erreurs de compréhension au niveau de la voiture. Donc c'est là-dessus où il va falloir travailler du côté de Aston Martin. Mais sinon, pendant le week-end de course, où ils ont été très très bons du côté d'Aston, c'est-à-dire qu'ils ont un gros rythme, qu'ils font pas d'erreurs également pendant le week-end, parce qu'on a vu beaucoup d'équipes comme ça être performantes. Je pense à Haas par exemple, qui avait des bonnes voitures, mais qui faisait pas mal d'erreurs pendant les week-ends de course. Eux, ils n'ont pas fait d'erreurs. Parce qu'ils ont quand même un petit peu d'expérience. Je rappelle que Aston Martin, c'était Racing Point, Force India, Midland Spiker et Spiker. Et puis Jordan avant, donc c'est une équipe qui date de 91. Il y a des mecs qui sont encore là, qui ont connu l'époque Eddie Jordan. Donc ça permet un petit peu d'avoir de l'expérience dans cette formation, même s'il y a eu pas mal de changements. Et puis ils se sont très très bien comportés pendant ce week-end de course. Donc vraiment un bon week-end du côté d'Aston Martin et qu'il continue, parce que en accumulant les points comme ça, en faisant des week-ends comme ça, ça peut peut-être continuer. Et puis même Alain Stroll, il fait pas de bruit, il est un petit peu en retrait en termes de performance par rapport à Fernando Alonso, ça c'est clair et net ce week-end. Mais en faisant pas de bruit, il arrive quand même à faire 4e. Et il aurait presque pu prendre un moment la 3e place. C'est un bon week-end de course pour Aston, à eux de poursuivre sur cette lancée. Et puis en plus, en Stroll, on arrive en Azerbaïdjan. C'est un circuit qui lui a plutôt réussi un peu plus tôt dans sa carrière. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec les cordes vocales de Julien Febvre. Non, je déconne. C'est vrai qu'il a eu du mal. Les cordes vocales étaient en difficulté ce week-end. Je crois que c'est pas la première fois, même en Australie, qu'il a une voix chevrotante. Je crois me rappeler. Il a peut-être du mal avec l'avion, le décalage horaire. Et les cordes vocales souffrent dans ce genre de conditions. Mais en arrêtant de blaguer sur les cordes vocales et puis les oreilles de Jacques Villeneuve. Est-ce que Jacques Villeneuve est atteint de surdité? Parce qu'il y a quand même à plusieurs reprises où Febvre disait quelque chose et Jacques Villeneuve disait la même chose 10 secondes après. Peut-être un manque d'écoute, peut-être de la surdité à cause de la vente Val du côté de Jacques Villeneuve en endurance, je ne sais pas. Bon, on commence du côté des bonnets d'âne avec Bottas. Pas dans le coup tout le week-end, Bottas. Alors je sais pas ce qui se passe, c'est vrai qu'il fait un début de saison qui est pas loin d'être catastrophique, c'est-à-dire qu'on parle plus de Bottas pour ses casques que pour ses performances dans la voiture. Et là, ça commence à devenir inquiétant pour vous quand on parle plus des à côté que de votre pilotage. Il finit 11e du Grand Prix, mais on est tous d'accord pour dire qu'il était un moment à 18e. Et malgré le fait, il avait du mal à être plus rapide que De Vries et Sargent, alors que De Vries et Sargent, après le premier drapeau rouge, ils tentent de repartir en médium. Et c'était pas les bons pneus, les médiums. Donc ça a été très très compliqué tout simplement pour Bottas. Alors il fait 11e, mais il n'est pas dans les points. Zhou est devant lui. Zhou était plus performant de lui largement en qualification. En qualif, il est nulle part. Son meilleur temps en qualif, c'est 1:18.714. C'est quand même à 2 dixièmes de Logan Sargent. À 2 dixièmes également de Zhou. Et pendant très longtemps, il était en 1:19 sur la piste. C'est vraiment sur la fin, il a réussi à faire un sacré tour.
Et quand on sait que c'est Bottas, sa spécialité, c'est quand même les tours en qualification, le fait de ne pas réussir à faire mieux que 19e, ça montre qu'il est vraiment en difficulté dans la voiture. C'était déjà le cas sur les 2 premières courses. Ça fait 3 courses où il s'en sort pas. Ça commence à être inquiétant. Et l'Alfa Romeo n'est pas rapide en plus. C'est-à-dire que vous avez un pilote qui est en difficulté, vous avez une voiture qui n'est pas très bonne. Alfa Romeo, elle n'est pas bonne. Zhou, il a quasiment jamais été dans le top 10 du Grand Prix. Donc ça, c'est vraiment inquiétant. Et Bottas, il était un petit peu là quand même pour diriger, pour être le patron de l'équipe. On n'avait pas confié les clés à Zhou, forcément, chez Alfa Romeo. Après, peut-être qu'il sait également Bottas. Il a peut-être des soucis de motivation parce qu'il sait qu'il n'est pas dans le projet Audi pour le moment, qu'il ne sera pas conservé quand ça passera chez Audi. Mais là, il risque de ne pas être conservé l'année prochaine. Déjà, ça risque d'être cette dernière saison. Et puis Bottas, est-ce qu'il irait chez Haas? S'il y a Ricciardo ou Bottas, tu choisis lequel des deux? Moi, je choisirais Ricciardo pour une raison simple, c'est que même s'il est mauvais en termes de marketing, c'est un bon pilote. Donc moi, je prendrais le pilote australien. On passe à Ferrari, après cet appel téléphonique. Du côté de Ferrari, c'est un week-end catastrophe, c'est-à-dire qu'on marque aucun point. On s'attendait à avoir une voiture qui était rapide. On a une voiture qui était pas très rapide, qui était plus lente que l'Aston Martin, qui était pas beaucoup plus rapide que l'Alpine. Aussi. Non, ça a été un week-end catastrophique pour Ferrari. Ils n'ont jamais trouvé vraiment la solution. Ils s'attendaient pas à des merveilles et je pense que c'est pire que prévu chez Ferrari. Vraiment. Là, on pourrait se poser des questions sur leur concept au niveau des pontons. Est-ce qu'il faudrait pas le modifier? Parce qu'on a l'impression que ça fonctionne pas des masses du côté de chez Ferrari, qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à s'en sortir. Mais ouais, ils n'étaient pas beaucoup plus rapides, vraiment que Alpine. À certains moments, même Hülkenberg était plus rapide qu'eux en temps au tour. Ils n'arrivent pas à gérer les pneus, ça c'est encore un de leurs soucis. Et puis de toute manière, sur la fin de course, après Sainz, oui, il y a contact. Alors c'est vrai que des fois on met pas pénalité pour ce genre de choses, et on a mis pénalité. Mais moi je trouve que voilà, il va au contact avec Alonso, c'est un peu comme Ocon. Pour moi, ça mérite une pénalité. Ça mérite peut-être aussi une pénalité parce que pour rappeler que ce sont des pilotes de Formule 1, que ce ne sont pas des pilotes foufous, et que donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus en Formule 1, qu'il faut rester dans une sorte de gentleman agreement. Mais de toute manière, Sainz, il avait pas beaucoup de rythme sur ce week-end de course, et puis Leclerc sur le Grand Prix, là aussi, il ferme la porte alors qu'il sait très bien qu'il y a 2 voitures à côté de lui. En plus, il le sait, je pense, dans la voiture, qu'il y a Stroll et il y a Alonso. Donc, il sait qu'il prend un risque à cet endroit-là, mais il est obligé de prendre un risque parce qu'il se dit que c'est peut-être ma seule solution pour faire un top 5. On est à ce niveau-là quand même. Et puis Leclerc derrière Sainz, oui. Leclerc, de toute façon, le week-end n'a vraiment pas été bon pendant tout le week-end. Très critique, il est pas dedans. Notamment sa critique envers Sainz. Alors j'ai revu des gens sur Twitter qui ont remontré les images de cette section-là. Pour moi, il n'est pas proche Sainz de Leclerc, donc je trouve que la remarque est infondée, mais ce genre d'énervement, ce genre un peu de coup de colère, ça montre que la situation n'est pas facile chez Ferrari, et de toute manière, on savait bien que Fred Vasseur, il n'allait pas reconstruire Rome en 2 jours, donc il s'attendait à ce que ça soit difficile. C'est peut-être en termes de voiture, par contre, pire que prévu, parce que vraiment, elle n'a pas l'air d'être performante, cette voiture. Et quand tu sais que le patron de l'aéro chez Ferrari est parti, on va dire, un petit peu chez McLaren, enfin, un des mecs qui ont conçu cette Ferrari est parti chez McLaren, à la place de McLaren, je me dirais, j'ai peut-être pas fait un bon choix au niveau de l'aéro, parce que le mec, la Ferrari de cette année, elle n'a pas l'air d'être fantastique, et là, c'est vrai qu'elle ne marchait pas du tout sur ce circuit. Autre flop, Russell. Alors, c'est un flop pas au niveau performance. La voiture allait vite. Vraiment, il faisait un très bon début de course. C'est le flop malchance, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a eu comme problème en si peu de tours, en plus? C'est-à-dire que déjà, drapeau rouge qui arrive au mauvais moment pour lui. Et puis derrière,
l'abandon sur casse moteur, mais qui montre bien que de toute manière, je le sentais venir parce que je voyais Gasly qui se rapprochait de nouveau de Russell depuis un tour et demi. Je regardais les écarts à ce moment-là entre Russell et Gasly, et je voyais, tiens, Gasly se rapproche, il va même se retrouver dans la zone DRS. Et donc je voyais bien qu'il y avait un souci quand même sur la voiture de Russell. Je me disais, tiens, c'est peut-être les pneus, il a peut-être endommagé sa voiture. Non, c'était le moteur. Bah alors il a bien explosé le moteur, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pièces qu'on pourra récupérer du côté de la voiture de Russell. Et puis bon, bah, c'est dommage en ayant la capacité de monter sur le podium et de faire peut-être deuxième, parce que bon, peut-être qu'il n'aurait pas gagné face à Verstappen, mais il avait quand même un rythme qui était meilleur que Hamilton. Le fait de ne pas réussir à s'en sortir, bon, c'est triste, en plus ton coéquipier fait deuxième. Bon, voilà, c'est dommage pour Russell. Après, moi, je trouve qu'il a été très mature parce que c'est vrai que sur le coup, quand il y a le drapeau rouge et qu'il s'arrête pas au stand et lui, il s'est arrêté au stand et les deux autres se sont pas arrêtés au stand, il aurait pu l'avoir mauvaise, mais très vite. Déjà, quand il parle avec Toto Wolff et que Toto Wolff s'excuse, bah, voilà, il dit I know, on le voit assez facilement dire I know, je comprends. Donc, j'ai fait un petit peu anglais LV2, les mecs. Et donc, je trouve qu'il a fait preuve encore une fois d'une très belle maturité, Russell, parce qu'il y a d'autres pilotes qui seraient excités, qui seraient énervés beaucoup plus et qui seraient peut-être sortis de leur Grand Prix à ce moment-là. Bon, après, derrière, la casse moteur, il peut pas faire grand-chose. C'est dommage parce que peut-être qu'en fin de course, il aurait eu la capacité de monter sur le podium quand même. Donc voilà, dommage pour Russell, mais voilà, trop de malchance sur ce Grand Prix, alors que c'est dommage en qualif, en course, il était vraiment bien. Et puis Perez, il a très mal géré son temps faible, Perez. Dès le début du week-end, il se dit, bon, voilà, je peux me battre pour le championnat, c'est un petit peu les propos qu'il avait. Vendredi, samedi, il est nulle part. Mais vraiment, samedi, il est nulle part. C'est-à-dire qu'il n'a rien sur la voiture, il n'y a rien qui fonctionne correctement. Je trouve qu'il s'agace, il gère très très mal en qualification parce que pour moi il doit pouvoir repartir, il doit pouvoir sortir du bac à gravier beaucoup mieux que ça. Là il fait l'erreur de débutant, c'est-à-dire d'enclencher la marche arrière puis d'enclencher la marche avant dans le bac à gravier, donc forcément tu t'enfonces dans ce genre de cas. Donc ça c'est quand même un petit peu une erreur de débutant je trouve. Du côté d'un pilote de Formule 1, Perez il a quand même plus de 10 ans d'expérience en Formule 1, donc il y a un moment tu peux pas faire cette erreur là. Et puis même lors de la course, il n'avait pas un super rythme. Il a très mal géré ce temps faible de Grand Prix. Il marque au final assez peu de points. Il a maintenant 15 points de retard sur Verstappen. C'est pas comme ça que tu deviens champion du monde. C'est pas en faisant autant d'erreurs sur un week-end que tu deviens champion du monde. C'est pas en faisant autant d'erreurs en ayant aussi peu de rythme que tu fais ce genre de performance. Donc voilà, je trouve que du côté de Perez, ça n'a pas marché ce week-end. Et lui aussi, il a eu de la chance qu'on le reclasse lors du restart parce que c'était pas obligatoire. Sinon, il aurait fini encore plus loin et avec encore moins de points. Donc c'est dommage pour Perez parce qu'il n'a pas géré son temps faible. C'est pas la première fois qu'il arrive à enchaîner genre des très bons résultats, notamment l'année dernière, il l'avait fait. Et puis ensuite de connaître un gros creux, je pense qu'il se met parfois trop la pression. Il veut parfois peut-être trop bien faire ou peut-être qu'il a un peu trop le melon à certains moments, je sais pas. Il se croit le roi du monde et il écoute plus personne et voilà, il s'en sort plus. Et là, c'est dommageable du côté de Perez parce qu'il y avait mieux à faire. On regarde les classements. Du côté du classement général du championnat du monde, eh bien c'est Max Verstappen qui est en tête avec 69 points, donc quasiment 15 points d'avance même sur Sergio Perez. Alonso 3e, Hamilton 4e, Sainz, Stroll à égalité avec 20 points, Russell 7e avec 18 points et Charles Leclerc donc seulement 9e avec 6 points. Du côté des pilotes français, donc Pierre Gasly et Esteban Ocon à égalité avec 4 points, égalité avec Bottas. Mais ouais, je trouve qu'il ne fait pas un très bon début de saison, Bottas vraiment du côté d'Alfa Romeo. Et puis du côté de Red Bull, eh bien la première place au championnat du monde des constructeurs avec maintenant une grosse marche, quasiment 55 points, quasiment 60 points, quasiment le double de points d'Aston Martin. On retrouve ensuite Mercedes, la Ferrari seulement 4e avec seulement 26 points, McLaren 5e et Alpine seulement 6e avec 8 points, et c'est-à-dire déjà 50 points de retard sur 60 points presque de retard sur Aston Martin, donc c'est pas top pour Alpine pour tenter de rester 4e du championnat du monde des constructeurs. Et puis Williams et AlphaTauri à égalité avec 1 point, ce qui fait que pour le moment tous les constructeurs ont marqué minimum 1 point
dans cette année 2022. Et seulement 2 pilotes n'ont pas marqué de points, c'est Logan Sergent et Nick De Vries, les 2 débutants qui sont pour l'instant à 0 points. On se retrouve pour le prochain Grand Prix. Le prochain Grand Prix, ça sera l'Azerbaïdjan. Du côté de la Formule 1, l'Azerbaïdjan, ça sera, je crois, dans 3 semaines. On va vérifier ça. Du côté hop là, de l'Azerbaïdjan, ça sera le week-end du 30 avril, donc à la fin du mois, hein, 4 semaines même pour le prochain Grand Prix. Donc il y aura une grosse pause voilà, entre ces 3 premiers Grands Prix. La suite, on enchaînera Azerbaïdjan et Miami en une semaine. Donc il y aura quasiment 2 Grands Prix d'affilée. Donc ça va être un petit peu chaud, un petit peu nerveux au niveau notamment des transferts, du décalage horaire qui va être assez important pour les pilotes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve donc pour la suite de la saison. Allez, ciao ciao!